Donc, je vais commencer par me présenter, même si Gwenaëlle l'a fait. Donc, je m'appelle Alexandre Lyon. Effectivement, je suis adjoint au chef de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi consiste l'unité départementale. Mais voilà, c'est, on va dire, l'échelon local de l'inspection des installations classées. Et donc, je fais partie du projet réponse pour le collège État et donc en représentant de l'ADREAL. Alors, donc rapidement, le sommaire. Donc, en 2 mots, je parlerai de l'ADREAL, mais ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est vraiment de s'appesantir sur les ICPE et ensuite, dans un second temps, l'inspection des installations classées. Je vous donnerai quelques chiffres en fait sur notre action et puis ensuite, on pourra échanger sur ce que je vous ai présenté. Donc l'ADREAL, déjà c'est quoi l'ADREAL? C'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc vous avez le lien internet. C'est une entité d'État qui dépend du préfet de région pour la quasi-intégralité de ses activités, sauf notamment pour ce qui concerne l'inspection des installations classées, puisque là, on travaille sous l'autorité du préfet de département, donc le préfet des Bouches-du-Rhône pour ce qui me concerne. Et c'est une entité en fait rattachée à la fois au ministère de la Transition écologique. Donc il y a un volet environnement, il y a un volet transport, mais il y a aussi un volet logement, aménagement du territoire, puisqu'en fait on a des missions qui sont très variées et qui touchent, je dirais, de divers pans des territoires, avec le volet notamment prévention des risques technologiques, dont les ICPE sont une partie en fait. Donc les ICPE, qu'est-ce que c'est? Alors ICPE, donc c'est installation classée pour la protection de l'environnement. Donc en fait c'est un statut juridique. C'est régi par donc le Code de l'environnement, donc les livres 1 et livre 5 du Code de l'environnement. Donc ça c'est la partie du code qui en fait définit les règles qui s'appliquent pour ce type d'installation. Et bon, j'ai cité, alors c'est la seule mention réglementaire qu'il y aura dans la présentation, mais bon, c'est la base, donc ça me semblait intéressant de la remettre. Ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, ce sont des installations. Donc ça, déjà, cette notion d'installation exploitée ou détenue. Donc ça peut être des gens qui ont une activité au sein de l'installation ou qui, notamment pour certains types d'installations détiennent en fait une activité, enfin détiennent une installation qui génère en fait des dangers, des inconvénients. Donc ça peut être des nuisances, ça peut être une pollution, ça peut être des risques d'accident. Et après, on parle j'allais dire, des cibles, des intérêts protégés ce qu'on évoque communément, ce sont les intérêts protégés. Donc le voisinage, les riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture. Et en fait, c'est plus large que les quelques notions habituelles, puisque là, on parle d'utilisation rationnelle de l'énergie. Bon, protection de la nature et l'environnement et paysage, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement, mais aussi les aspects monuments et patrimoine archéologique. Donc cette réglementation installation classée, elle est pas nouvelle, hein. Elle date, enfin, son origine remonte au XVIIIe siècle, mais en fait, elle a vraiment, je dirais, évolué au cours du XXe siècle et ces 50 dernières années. Donc le champ des installations classées, donc on parle vraiment d'installation ou d'activité. On ne va pas parler forcément d'établissement. Donc une usine, un site, ça va être un établissement qui va regrouper en son sein différentes installations ou différentes activités qui peuvent relever de cette réglementation. Et on ne va considérer que les activités qui sont à poste fixe, enfin, ou qui sont fixes, c'est-à-dire que tout ce qui, grosso modo, est sur des roues ou qui est en mouvement ne relève pas de cette réglementation, puisque là, on a soit la réglementation de transport, soit l'ADR pour ce qui est routier, il y a une réglementation pour ce qui est ferroviaire, etc. Et donc, l'objectif, comme on l'a vu dans la définition précédente, c'est vraiment de régir les conditions de fonctionnement
de ces activités, de ces installations pour limiter les nuisances et les risques. Alors, il y a un principe de base, en fait, dans cette réglementation, c'est que c'est l'exploitant qui est responsable. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et sur lequel on revient très régulièrement. C'est celui qui exploite l'installation qui doit en garantir le bon fonctionnement et l'absence d'impact. Donc, l'inspection, en fait, nous, on ne fait que des contrôles par sondage. Donc, on ne peut s'engager que sur ce qu'on a contrôlé, ce qui veut dire que ce qu'on n'a pas contrôlé, évidemment, on ne peut pas donner de garantie. Et donc, on n'est pas responsable des installations ni globalement de la sécurité du site. On ne s'engage que sur ce sur quoi on a pu avoir un examen. Donc, je disais que en fait, les installations classées, ce sont des activités ou des installations qui relèvent de cette réglementation. Pour illustrer de manière concrète, en fait, on a une nomenclature. Donc, c'est un registre chiffré qui va répertorier en fait l'ensemble des activités qui relèvent de cette réglementation. On a différentes rubriques dans cette nomenclature, donc là, qui sont catégorisées en 4 classes. Et donc, en fonction des activités, en fait, on attribue un numéro pour identifier en fait quelles sont les activités qui rentrent dans cette réglementation. Donc, par exemple, dans les rubriques 1000, donc c'est lié à des substances qui peuvent être mises en œuvre dans les installations. Donc là, j'ai illustré avec la rubrique 1510 qui couvre en fait les entrepôts qui font l'objet en fait entreposage de matières combustibles. On peut avoir des rubriques en 2000, donc là par exemple la 2710 ou 2710. Donc là, c'est une activité de collecte de déchets apportés par le producteur. Donc typiquement, en fait, c'est une déchetterie. Donc ça, c'est une activité qui va relever de cette nomenclature. Sur la rubrique 3000, ce sont des activités liées à la directive IED, donc j'en parlerai après. C'est une directive européenne. Donc toutes les activités qui relèvent de cette directive sont identifiées dans cette nomenclature au travers d'un code qui commence par le chiffre 3. Et de la même manière, on a la rubrique 4000. Et là, donc, ce sont pour des activités qui relèvent de la rubrique, de la directive, Seveso. Donc, évidemment, au sein d'ACITS, on peut avoir une multitude de rubriques concernées en fonction des activités. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des seuils, en fait, associés à ces activités. Donc, sur la présentation, je ne sais pas si on voit, oui. En fonction des volumes, des surfaces mises en jeu, on va avoir une petite lettre que vous voyez apparaître dans la rubrique qui va définir en fait le régime à laquelle est soumise cette activité. Donc on a une approche graduée en fait. On va dire que plus il y a de potentiel de risque ou de nuisance, et plus le régime réglementaire va être, entre guillemets, serré, plus les contraintes vont être importantes en vue de limiter en fait, les nuisances associées à ces activités. Je reviendrai sur les régimes juste après. Je vais vous parler rapidement de la directive IED et de la directive Seveso, et on reviendra sur les régimes ensuite. Donc la directive IED, c'est une directive européenne, puisque en fait, évidemment, la réglementation française, elle s'intègre dans un cadre européen. Une directive qui est liée en fait aux émissions industrielles et qui vise à avoir une approche intégrée de la réduction de la pollution. On dit approche intégrée parce que l'idée, c'est de s'intéresser finalement à tout type d'émissions. Cette directive, elle s'inscrit dans un cadre, on va dire, de fonctionnement normal de l'installation. Donc là, elle est liée aux émissions que peuvent avoir
une activité classée en fonctionnement normal. Tout procédé va générer des effluents liquides, des effluents gazeux, des déchets. Et donc, cette directive, elle s'intéresse à ces émissions de fonctionnement normal. Elle s'applique à donc, un certain nombre de secteurs d'activité industrielle et elle impose le recours à ce qu'on appelle les meilleures techniques disponibles. Donc, en fait, ce sont des standards européens qui sont définis notamment par des groupes de travail auxquels participent des industriels, mais aussi des représentants des organismes de contrôle, et sont collectés en fait dans des brefs ces meilleures techniques qui visent justement à prévenir en fait les nuisances. Donc c'est un niveau d'exigence minimal qui s'impose à tous les industriels européens. Alors, ce qu'il y a dans disponible, pourquoi cette notion de disponible? C'est que derrière, en fait, on ne considère que des techniques qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle industrielle. Donc, on ne va pas considérer des méthodes qui seraient expérimentales ou des méthodes qui auraient un coût qui serait absolument disproportionné à l'intérêt qu'elles génèrent. Donc, cette directive, elle est importante parce qu'elle prévoit des réexamens périodiques des autorisations des sites industriels. Et puis, elle impose en fait qu'il y ait un état des lieux, on va dire, sur le site avant son implantation pour que on ait un espèce d'état zéro en fait de la pollution avant l'installation de l'industriel. Je vous ai mis deux liens. Vous avez un lien AIDA. Alors, hop, je vous pointe sur le bon écran. AIDA Ineris qui référencie les brefs. Donc, il faut voir que ces brefs sont revus périodiquement pour intégrer les dernières évolutions techniques. Et puis, on a un lien sur le site Dispositif Réponse où il y a une petite synthèse sur cette partie. Alors, je parlais de la directive IED pour ce qui concernait les nuisances en fonctionnement normal sur les activités industrielles. On a une directive qui s'appelle Seveso, qui est liée en fait à la partie accidentelle. Donc là, on est vraiment sur les risques d'accidents induits par le fonctionnement industriel. Donc Seveso, bon, c'est une catastrophe qui s'est produite en Italie en 1976, je crois, de mémoire. Et donc là, on est à la troisième version de cette directive. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de prévenir et de gérer au mieux les accidents majeurs. Donc, dans toute ICPE soumise à autorisation, on a ce qu'on appelle une étude de danger, qui est en fait une étude réalisée par l'industriel et qui vise vraiment à appréhender en fait l'ensemble des risques qui peuvent être générés par son activité et derrière qui donne lieu en fait à une démarche de réduction en fait de ces risques. Alors soit en jouant sur la prévention du risque, soit en jouant sur les effets, donc c'est ce qu'on appelle la mitigation, on va essayer de réduire les effets, soit sur la protection des intérêts, enfin des personnes ou des intérêts qui peuvent être exposés à ces risques. J'ai dit soit, mais en général, enfin quasiment tout le temps, c'est un mix des deux en fait. C'est pas soit l'un soit l'autre, c'est tout le temps à la fois d'abord une démarche de prévention et en complément évidemment des mesures de mitigation de protection. Et puis dans les cas extrêmes, on peut avoir des mesures de maîtrise de l'urbanisation, comme on peut l'avoir sur certaines zones avec des PPRT. Il y a une approche graduée entre Seveso, seuil bas, seuil haut, avec des exigences plus fortes liées aux établissements dits seuil haut, dont j'ai cité quelques-unes à titre illustratif. Alors, ça fait déjà 15 minutes, il faut que je me dépêche. Donc, les ICPE, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment une approche proportionnée et proportionnée au risque, en fait. Donc, je parlais tout à l'heure de la nomenclature et je vous parlais des seuils qui sont dans cette nomenclature.
En fait, ces seuils, ils vont jouer à la fois sur le processus d'autorisation de ces activités et sur la fréquence de contrôle. Donc, on a ce qu'on appelle des installations soumises à déclaration. Alors, D, c'est déclaration, DC, c'est à contrôle périodique. Donc, ces établissements-là, ils font l'objet, enfin, les exploitants de ces installations-là font une déclaration aux préfectures et ils s'engagent à respecter, en fait, un arrêté de prescription générale. Donc, on a un cahier des charges que l'exploitant s'engage à respecter quand il fait sa déclaration et éventuellement, on peut avoir des contrôles périodiques réalisés par des organismes agréés pour vérifier qu'il respecte bien son cahier des charges. On a des établissements dits à enregistrement. Donc là, on considère que ces activités, elles génèrent un petit peu plus, enfin la nomenclature considère que ces activités génèrent un petit peu plus de risques et de nuisances. Et donc, il y a un processus d'autorisation, enfin, ou d'enregistrement qui est un petit peu plus conséquent. Donc, on en demande un petit peu plus sur les dossiers. Mais on considère grosso modo que des prescriptions d'ordre national sont suffisantes pour prévenir les risques et nuisances. Et ensuite, on a les établissements à autorisation, où là, on va avoir un dossier spécifique à l'établissement, spécifique à son lieu d'implantation, avec des études de danger, des études d'impact, et on aura voilà, un examen qui sera beaucoup plus complet, sachant qu'au sein des installations soumises à autorisation, on retrouve les établissements IED et Céveso. Et évidemment, un établissement IED peut également être un établissement Céveso, ce n'est pas exclusif. Donc là, je vais parler plus spécifiquement de l'inspection des installations classées. Donc, l'inspection, en fait, elle est rattachée au ministère de l'Environnement. D'ailleurs, c'est MTE et pas MTES, ministère de la Transition écologique. Donc, les inspecteurs, en fait, sont tous fonctionnaires. Bon, évidemment, ils sont formés, habilités et ils sont assermentés. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ont une double casquette. Ils travaillent à la fois pour le préfet de département, j'en parlais tout à l'heure. Donc, en fait, les autorisations que j'évoquais pour le fonctionnement des sites sont délivrées par le préfet de département, mais ils travaillent aussi sous l'autorité du procureur de la République, puisque dans le cadre de nos missions, on peut avoir une action administrative, mais aussi pénale. Et donc, les missions, alors ICPE, je vous ai déjà dit ce que c'était, et les missions des inspecteurs, en fait, elles sont grosso modo de 4 ordres. Donc, c'est instruire les demandes d'autorisation d'enregistrement pour permettre aux industriels de pouvoir exploiter leurs activités. Dans un second temps, vérifier que les autorisations qui ont été délivrées par le préfet sont effectivement et correctement mises en œuvre. On va participer à la gestion de crise aux côtés du préfet, puisque notamment s'il y a un accident avec des effets hors site, c'est le préfet qui va prendre la main et donc là on sera à ses côtés pour l'aider eu égard à notre connaissance des activités industrielles. Et puis on va contribuer à la formation du public. Donc je vais essayer de passer rapidement en revue sur ces 4 missions. Juste pour dire qu'en fait l'inspecteur il travaille pas seul dans son coin et on a ce qu'on appelle la chaîne de l'inspection. Donc ça part du ministère. Donc, au sein du ministère de la Transition écologique, on a une direction donc la DGPR, Direction générale de la prévention des risques, qui va en fait établir la réglementation nationale. Alors, elle va proposer les textes, hein, évidemment. C'est le processus réglementaire habituel avec le Parlement qui votera des lois, etc. Mais qui va proposer des textes et qui va définir des orientations pour l'inspection des installations classées. On a un niveau régional au sein des DREAL, avec un service dédié qui va en fait être là en appui des unités départementales. Donc ce service régional, il est là pour décrypter la réglementation et apporter son soutien aux inspecteurs de terrain. Et puis moi je suis au sein de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône et donc je suis un peu le bras armé puisque c'est nous qui allons, j'allais dire travailler, eux aussi travaillent, mais c'est nous qui allons rédiger les arrêtés d'autorisation que signera le préfet, c'est nous qui allons faire les inspections et qui déclinons cette politique au plus près.
J'ai juste mis mention des DDPP, alors je n'ai pas explicité, ce sont les directions départementales de la protection des populations. En fait, les activités, certaines activités agricoles sont soumises à cette réglementation ICPE. Alors, agricole ou agroalimentaire, on a des élevages, on a des abattoirs, etc. Et c'est pour ça que sur la petite photo en dessous, vous retrouvez des petits cochons. Ce ne sont pas des inspecteurs, mais bien des sites qui sont contrôlés par nos collègues des DPP. Donc, dans le cadre de cette chaîne de l'inspection, en fait, et donc je parlais de la DGPR, elle définit donc de manière quadriennale en fait des grandes orientations. Donc on est au plan actuellement 2019-2022. Alors on ne voit pas sur le slide, je vous le remettrai de manière lisible, mais ces orientations en fait, elles sont accessibles à tous. Donc elles donnent les grands objectifs de l'inspection des installations classées, ceux qui ont été retenus pour l'instant. Enfin, pour cette session, en gros, c'est augmenter la présence terrain, ça c'est très important. C'est de renforcer les contrôles sur site, de réduire les délais d'instruction avec la simplification des procédures, une meilleure lisibilité sur les priorités, et puis moderniser les processus d'action et notamment nos outils du quotidien. Une de nos missions, donc, c'est autoriser et réglementer les ICPE. Donc ça, c'est un gros volet de notre action. On gère, comme je l'ai dit, on va instruire les dossiers de demande d'autorisation que déposent les industriels dans le but de cadrer en fait à la fois la construction des sites, puisqu'on peut en fait prescrire des dispositions constructives, notamment en matière d'incendie par exemple. On va contraindre les conditions d'exploitation en fixant par exemple des limites sur les rejets des installations, des seuils à ne pas dépasser. Et puis on peut contraindre aussi la cessation d'activité, la mise à l'arrêt de l'usine et les conditions dans lesquelles elle devra cesser son activité. Donc pour ça, on prend en compte des contraintes liées à la réglementation européenne. Donc j'ai parlé tout à l'heure de Seveso IED. Des contraintes liées à la réglementation nationale, on peut parler de l'arrêté de 1998 ou l'arrêté de 2010 sur les risques. Et puis, on prend en compte des enjeux locaux au travers des dossiers des industriels qui vont réaliser des études d'impact et des études de risque sanitaire. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête que en fait, l'inspection ne fait pas d'études. C'est l'industriel qui fait ses études et l'inspection a un regard critique sur ces études. Matériellement, ce n'est pas possible, et on ne peut pas être jugé parti. Donc l'idée, c'est que l'industriel fait des études, on regarde les hypothèses, on regarde la méthode, on regarde la conclusion et on s'assure que tout ça est cohérent et tient la route. Au besoin, on peut avoir recours à des experts techniques, tels que l'INERIS par exemple, pour valider en fait ce qui a été proposé. Et si ça ne va pas, on demande à l'exploitant de revoir sa copie ou on applique des contraintes plus sérieuses. Et donc, en fait, ce travail d'autorisation, évidemment, il y a autoriser les sites existants et puis il peut y avoir des modifications sur les sites. Donc, c'est un travail de tous les jours et c'est très vivant. Le deuxième gros volet de l'inspection et de nos missions du quotidien, c'est le contrôle. Alors, le pan le plus évident, ce sont les inspections. Quand on parle d'inspection, on parle bien d'inspection de terrain. Il n'y a pas d'inspection qui se fait depuis le bureau, en fait. Une inspection, c'est une visite sur site. Alors, il peut y avoir une partie préparée en amont, mais grosso modo, on va dire qu'une inspection, ça représente environ 3 jours de travail à peu près pour un inspecteur. Il faut préparer en amont. C'est rare qu'on aille sur un site industriel, les mains dans les poches, en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui ?» Donc, on essaye de vraiment cibler, en fait, les points qu'on veut examiner et les documents qu'on veut regarder. Et puis après, il y a le travail des suites, la rédaction des rapports, des propositions au préfet, notamment s'il y a proposition de sanctions. Donc voilà. On regarde effectivement, évidemment, des études qui peuvent être prescrites aux industriels ou demandées au cours des visites. Et puis, on peut être amené à faire aussi nos propres mesures. Alors, on ne les fait pas directement parce qu'on n'a pas les moyens matériels, mais on mandate des laboratoires à cette fin, en fait. Alors, il y a un logigramme du SPI que je ne vous ai pas remis explicitement ici. Il est disponible sur le site dispositif réponse. Peut-être on peut le commenter. Enfin, voilà, si vous avez des questions particulières sur l'inspection, on peut revenir dessus.
Juste évidemment, on ne fait pas les inspections pour le plaisir. Si jamais ça ne va pas, derrière, il y a un processus de sanction. Et je le disais tout à l'heure, ça peut être soit des sanctions administratives qui sont proposées au préfet, soit des sanctions pénales qui sont proposées au procureur de la République. Mais c'est l'inspection qui propose à ces deux autorités, et ce sont ces deux autorités qui disposent des suites. Et puis d'autres missions, j'ai parlé un petit peu de gestion de crise tout à l'heure. C'est heureusement assez limité, et en fait, à ce stade, notre travail, c'est plutôt la préparation, participation à des exercices, validation des plans qui sont proposés par les exploitants. Il y a un volet information du public qui est peut-être pas à la hauteur de ce que tout le monde espérerait, mais Réponse est aussi là pour ça. Donc notamment au travers des comités de suivi de sites, donc qui sont des comités qui réunissent les parties prenantes autour de certains établissements. Et puis, il faut savoir qu'il y a pas mal d'informations en ligne. J'en parlerai à la fin avec différentes sources d'infos. Alors, je voulais illustrer un petit peu le propos par du concret et quelques chiffres. Donc, moi, je suis adjoint au chef de l'UD13, donc je vais parler de l'UD13, même si le SPI, c'est régional, mais voilà, je parle que de ce que je connais. Donc, pour le coup, dans les Bouches-du-Rhône, aujourd'hui, alors je ne parle pas des installations soumises à déclaration parce que je pense qu'on est sur plusieurs milliers. Et en fait, c'est suivi quasi exclusivement par la préfecture. On intervient sur les sites à déclaration que vraiment s'il y a des problèmes, et notamment si on a des plaintes de riverains ou d'élus locaux qui vont signaler une grosse défaillance. Donc là, on peut être amené à intervenir, mais on n'y va pas spontanément, sauf dans certains cas particuliers où on va faire une action particulière sur les stations-service ou sur les pressings, par exemple. Nous, on s'attelle surtout aux installations soumises à enregistrement et à autorisation, parce que, comme je le disais, c'est celles qui génèrent, on va dire, le plus de nuisances et de risques. Donc, on a dernière extraction, 553 établissements à enregistrement ou autorisation dans les Bouches-du-Rhône. Je crois que c'était au 31 décembre 2020. Et vous voyez, il y a en gros 100 enregistrements et 454 autorisations. Et parmi celles-ci, parmi celles à autorisation, on a 68 Céveso avec 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de Céveso au seuil haut et 1 tiers de Céveso au seuil bas. Sur la petite carte, en fait, vous avez une représentation des Céveso autour de l'étang de Berre. Alors, elle n'est peut-être pas tout à fait à jour, mais voilà, ça donne une bonne idée. Évidemment, c'est la zone où il y a la plus forte concentration au niveau départemental, mais aussi régional. Et pour suivre toutes ces installations, on est à peu près 26 inspecteurs équivalent temps plein. Donc, vous voyez, ça fait environ 20 installations par inspecteur, sachant que en fait, l'équipe UD13 est répartie sur 3 sites. Donc, il y a une équipe de 6 inspecteurs qui est vraiment dédiée au Céveso haut du pourtour de l'étang de Berre, et les 2 autres équipes sont sur tout ce qui n'est pas Céveso seuil haut et qui se répartit sur l'ensemble du département. Donc globalement, je parlais des dossiers d'autorisation enregistrement. Voilà, vous avez quelques données sur le nombre d'arrêtés qui peuvent être pris en cas de modification. En termes de nombre d'inspections, donc en 2020, on en a fait 420 sur l'année. Donc encore une fois, c'est déplacement sur site, dont 200 sur le pourtour de l'étang de Berre. Donc on a tenu la cadence malgré le Covid. On a même légèrement augmenté notre fréquence d'inspection. Et puis, je parlais tout à l'heure de contrôle inopiné. 55 arrêtés de mise en demeure, donc signés par le préfet. Il y a eu quelques sanctions administratives. Les mises en demeure, ce n'est qu'un rappel à la loi, en fait. Donc, on rappelle l'obligation et on fixe une échéance pour sa réalisation. Et si, à cette échéance, l'industriel n'a pas obtempéré, on passe à une phase de sanction qui est à la fois sanction administrative, donc consignation, amende, et éventuellement sanction pénale. Donc on parle ici de procès-verbaux de délit, donc qui sont adressés au procureur et qui avisent des suites.
c'est le dernier slide puisque je suis en retard, ça tombe bien. Donc, juste pour aller plus loin, j'ai mis quelques liens utiles pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, le premier, c'est dispositif réponse qu'il faut utiliser dès qu'on a une question. Le site AIDA, alors il est pas forcément très très convivial, mais c'est une mine d'informations pour les gens qui veulent en savoir plus sur les installations classées. On retrouve à peu près tout dessus et c'est vraiment c'est notre site phare côté inspection. Vous retrouvez sur le site GeoRisc des données sur les installations classées, sur les sites industriels et notamment vous retrouvez les rapports des inspecteurs suite aux inspections sur ce site. Et même si on a un changement d'outil, donc il y a une petite césure là pendant quelques mois, mais ça va vite se rétablir. Et puis sur les sites des préfectures de département, vous retrouvez les AP d'autorisation normalement des sites industriels également. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour les questions. Merci Alexandre, bravo vraiment pour l'effort de clarté et pour ce que tu as fait, parce que ça correspond vraiment à l'idée initiale de ce qu'on faisait du dispositif, du café réponse dans le dispositif réponse, c'est-à-dire quelque chose de précis, de didactique, et en plus tu as mis une touche d'humour. Bon, je ne reviendrai pas sur les cochons, mais mais du coup, c'était rigolo. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vous propose, si vous avez des questions, soit de les noter dans le chat, soit de lever la main et on vous prend à tour de rôle. Alors, Monsieur Beuglin, Philippe. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet exposé. Donc, Philippe Beuglin de l'ADEME, direction régionale PACA. Je travaille sur la qualité de l'air et donc de temps en temps, j'ai des dossiers de demande d'aide à l'investissement en industrie. Enfin, de temps en temps, même régulièrement. J'en ai fait quelques dizaines depuis que je suis sur ce poste. La question que je me pose toujours quand je découvre, entre guillemets, un site industriel, il y aurait deux choses qui me faciliteraient beaucoup la vie. Ce serait de pouvoir avoir une liste, mais j'imagine que c'est un peu vos prérogatives et que ça doit changer avec le temps. Pour chaque site industriel, pouvoir savoir directement qui est l'inspecteur afin de pouvoir le contacter rapidement. Habituellement, je pose la question à l'industriel et il me donne le nom sans difficulté, mais c'est juste pour dire que si la liste fonctionne dans l'autre sens, ça peut être intéressant aussi. Et là où je me fais parfois avoir, entre guillemets, c'est pour essayer de connaître tout le corpus d'arrêtés préfectoraux complémentaires et parfois d'arrêtés ministériels sectoriels qui s'appliquent à un site donné. C'est pas toujours facile. Et là, pareil, je me disais, est-ce qu'il y a un Graal quelque part qui serait, pour un site industriel donné, de savoir quels sont l'ensemble des textes qui s'y appliquent. J'imagine que chaque inspecteur a ça dans son ordinateur pour les sites dont il a la responsabilité. Mais est-ce que ça existe en ligne ou pas? Voilà. Merci. Alors, je réponds de suite, hein, j'imagine, on enchaîne question-réponse. Alors, en fait, en termes d'organisation, vu le nombre d'installations qu'on a à suivre, il y a certains sites, on va dire ceux qui sont les sites les plus à enjeu. Effectivement, ils ont un inspecteur attitré. L'industriel, en général, le connaît parce qu'il le voit plusieurs fois par an. Ça, on peut vous fournir. Après, voilà, il y a des sites sur lesquels il y a moins d'enjeux, même s'ils sont à E ou à A. On ne va pas aller les voir tous les ans. On va aller les voir que tous les 3, voire 5 ans, si vraiment on n'a rien de particulier, on n'a pas de signalement. Et donc, pour le coup, là, on n'a pas forcément d'inspecteur attitré. Donc, voilà, ça dépend vraiment des enjeux et des sites. Mais pour ceux qui ont un inspecteur, il y a des listes qui sont tenues à jour. Après, ça évolue dans le temps aussi. Donc, après, pour ce qui concerne... Deuxième question, la centralisation des arrêtés liés à une entreprise, à un industriel? Ouais, alors j'allais dire, l'industriel, c'est celui qui connaît les contraintes, c'est le meilleur interlocuteur. C'est souvent compliqué, y compris pour les inspecteurs, très honnêtement. On peut avoir des sites industriels où on a un corpus réglementaire qui est très ancien, oui, ou qui se compose de mise à jour sur mise à jour sur mise à jour, en fait. Oui. Et la difficulté, c'est que je pense que pour la lisibilité à la fois de l'industriel, mais à la fois de l'inspecteur, on aimerait parfois dire, bon, allez, on fait un peu table rase du passé et on reprend un arrêté très propre où on va justement condenser l'ensemble des contraintes actuelles.
La difficulté aujourd'hui, c'est que malheureusement, on n'a pas le temps. Et donc, en fait, on va travailler par petites touches successives, quoi. Donc ça ne facilite pas l'appropriation du référentiel. Surtout qu'en plus, la réglementation, elle évolue. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, bon, après, c'est l'inspecteur, effectivement, normalement, il dispose de tout ça. Mais... Ah, juste, Alexandre, on fait signe là. Est-ce que tu pourrais arrêter le partage de ton écran? Bien sûr. Comme ça, on t'aura en gros plan. Philippe, vous aviez une autre question parce que vous avez toujours la main levée. Ah non, c'est parce que j'ai oublié de la baisser. Excusez-moi. Ok. Donc, merci Très pour cette bien. réponse. Mireille de Phare Sud. Oui, bonjour. J'ai remarqué que vous avez marqué des visites inopinées et programmées. Donc ça, le terme, ça me dérange un petit peu. Et c'est aussi que vous travaillez sur les études des exploitants. Je veux dire, alors là, vous faites vraiment confiance, hein, c'est sympa, hein, mais après, on sait bien que, bon allez, je ne vais pas dire que, mais il est toujours possible, lorsque l'exploitant sait qu'il va avoir une visite et que c'est à lui d'amener les études, comment dirais-je, de faire que ça va bien aller. Voilà, je vais dire ça d'une façon très, très light. Hein. Vous comprenez ce que je veux Oui, dire. non, mais là, merci. ouais. Mireille, La le question... sujet sur le tapis. Ouais, mais enfin, moi, j'ai pas de souci à ce qu'on mette le sujet sur le tapis. Enfin, c'est une question qui revient assez souvent. Enfin, la question des visites inopinées, grosso modo, on fait à peu près, allez, 10% de nos visites sont des visites inopinées. Moi, j'ai aucun souci à faire des visites programmées. Pourquoi? Parce que déjà, quand je fais une visite programmée, je suis sûr que je peux rentrer sur le site, notamment quand c'est une activité, on va dire, une activité illégale. Des fois, on va faire des visites inopinées, mais des fois, on prend contact en amont pour pouvoir être sûr d'avoir accès au site. Ça me permet d'être sûr d'avoir les interlocuteurs que je veux voir le jour J. Parce que quand vous allez en visite, qu'on vous dit « Ah ben non, je ne peux pas vous répondre parce que monsieur Intel, il est en congé et donc il n'y a que lui qui sait », ça me pose souci. Ça me permet d'avoir les documents à disposition. Et puis, honnêtement, quand on va, je dirais, inspecter une organisation, même si on prévient une semaine ou 2 semaines avant, l'industriel, il ne va pas mettre en place en 15 jours ce qu'il aurait dû faire en 1 an, en 2 ans. Donc, il y a vraiment des thèmes où, effectivement, venir en programmer, ça peut nuire à la qualité de l'inspection parce que l'industriel, il peut faire le ménage avant qu'on arrive. Mais il y a des thèmes où ça n'a vraiment aucun intérêt, en fait. Je ne sais pas s'il doit faire des mesures mensuelles, il ne va pas rattraper sur les 2 semaines où il a été prévenu ce qu'il aurait dû faire sur 5 mois, sur 10 mois. Quoi. Et puis d'un autre côté, enfin, la visite, elle n'a pas seulement vocation à punir, en fait. Enfin, moi, je me dis, un industriel qui finalement va résoudre un certain nombre de problèmes parce qu'il sait que j'arrive, au moins, il y a un côté pratique. La visite, elle aura été utile, elle aura permis de régler certaines défaillances, quoi. Mais voilà. Donc, on fait des inopinés quand on considère que vraiment ça a du sens. Quand moi, j'en ai fait encore une récemment parce que je voulais m'assurer que l'industriel, physiquement, il mettait bien, il recouvrait bien ses déchets de la bonne quantité de terre qui était prévue dans son arrêté. Et je l'ai pris par surprise et effectivement, comme ça, je sais qu'il le fait. Et voilà, il ne l'a pas préparé parce qu'il savait que j'arrivais, quoi. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment des sujets et sur ce principe-là, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Moi. Merci bien. Mireille, vous vouliez rajouter quelque chose ou vous baissez la main comme vous voulez. Juste sur le fait que vous travaillez principalement sur les sur les justement sur les données de l'exploitant. Ça revient un peu au. Enfin, c'est en lien avec ma précédente question, mais votre réponse m'a satisfaite pour les visites inopinées ou autres. Merci.
Bah, juste pour les études, effectivement, enfin, comme je le disais, on ne peut pas à la fois faire des études et à la fois vérifier qu'elles sont pertinentes. Sinon, on est jugé parti. Donc, pour le coup, on demande aux industriels de faire, mais même s'ils font, comme je l'ai dit, on va vérifier les données d'entrée, on va vérifier les hypothèses, on va vérifier la méthode et on va vérifier les conclusions, quoi. Et si on a besoin d'une expertise particulière, on va demander un tiers. Mais le fait d'avoir celui qui évalue n'est pas celui qui fait, pour moi, c'est aussi une garantie de neutralité, quoi. Très bien, merci bien. Donc, Mireille, je vous laisse baisser la main et je vais passer la parole à Isabelle Dor. Bonjour, donc moi, association Action Environnement à Septem et aussi membre FNE 13. Non, c'était pour renchérir sur ce que la personne de l'ADEME a dit. Avant, sur le site installation classée PACA, on trouvait les arrêtés d'exploitation et puis les inspections. Maintenant, c'est très difficile de trouver. Alors, des fois, il y a prétexte Céveso, mais il y a des entreprises où c'est pas vraiment Céveso. Et même les CSS, il y en a plein qui n'ont pas eu lieu là, à prétexte Covid. Je ne sais pas si c'est Covid ou pas le temps. Moi, j'étais dans des CSS et qui n'ont pas eu lieu, quoi. Parce que j'ai vu quand même, vous avez dit information du public dans vos missions. Et donc on a ce webinaire, mais voilà, comment aller un peu plus loin parce que je trouve qu'on manque vraiment de données, hein. Ouais. Bon, après, à titre perso, je partage ce besoin de plus d'informations. Enfin, on en a conscience. Notamment, vous savez qu'au niveau, au plus haut niveau, enfin ministériel, il y a cette volonté de plus de transparence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en PACA, en fait, les suites d'inspection étaient mises en ligne, mais c'était quelque chose qui était propre à la région et qui était vraiment assez novateur. Et à partir du 1er janvier 2022, il est prévu une mise en ligne au niveau national. Et en fait, aujourd'hui, vous ne retrouvez plus forcément les suites d'inspection parce qu'on est en pleine interface entre l'ancien et le nouvel outil. Voilà, GeoRisque, c'est là-dessus que vous retrouverez les rapports d'inspection, vous retrouverez les AP d'autorisation. Effectivement, il y en a qui sont déjà en ligne, il y en a qui ne le sont pas encore, parce que physiquement, en ce moment, on ne peut pas les mettre en ligne. Voilà, il y a des problèmes informatiques, c'est en train de se mettre en route, mais voilà, ça sera la base. Et pour les CSS, effectivement, en fait, très clairement, ça a été compliqué de les mener là en 2019-2020. Il y a eu des CSS en visio, mais enfin, c'est quand même pas l'idéal. On a essayé de rattraper un petit peu de retard au cours du second semestre 2021. Oui, il y a des trous dans la raquette. C'est clair qu'elles n'ont pas toutes eu lieu alors qu'elles auraient dû, mais voilà, c'était difficile dans le contexte, honnêtement. Merci. Et alors, un petit complément, c'est que ça fait partie aussi du plan de prévention qui a été publié récemment par Madame Pompili avec une revisite des CSS. Et donc, potentiellement, on peut imaginer quelque chose de plus orienté, encore plus public, quoi, à voir. René Tassi? Oui, bonjour. Donc, René Tassi, Éco-Relais et puis FNE PACA. Moi, j'ai entendu simplification des procédures. Donc, est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Deuxièmement, suite à un accident, quel est le rôle de l'ADREAL à ce niveau-là? Est-ce qu'elle va refaire des inspections? Est-ce qu'elle va revoir l'étude de danger ou l'étude d'impact? Puis, troisième question, est-ce que ces dernières années, on a vu une augmentation, une diminution on va dire des écarts sur la zone que tu surveilles, que vous surveillez? Alors, sur la simplification administrative, en fait, on a une tendance naturelle en France à empiler un peu les règles et les règlements. Il y a une volonté quand même au niveau national là, d'aller vers des choses plus simples et plus efficaces. Donc, notamment la création du régime de l'enregistrement en fait, qui est intervenu en 2010, c'était une première simplification, c'est que pour des sites où il y a des enjeux moindres, on ne se lance pas dans des grosses instructions. Il y a des petites modifications. Alors, je pense par exemple aux agréments pour les véhicules hors d'usage ou
Ben voilà, on ne demande plus forcément une instruction par l'inspection des installations classées. Des passages en coderst qui se transforment en informations. Voilà, pour l'instant, c'est des petites simplifications sur les procédures, sachant qu'en parallèle, ben, tout ce qui est autorité environnementale, ça simplifie quand même pas le quotidien des dossiers et surtout des inspecteurs. Pour être un peu direct, c'est vrai qu'en tant qu'inspecteur, on a encore un peu de mal à noter la simplification et on peine parfois à rester, je dirais, au fait de tout et toute la réglementation. Et c'est pour ça que de plus en plus, on nous demande de nous spécialiser un petit peu par thématique technique parce que bah, on avait des inspecteurs qui devaient être des généralistes et qui devaient tout savoir sur tout et c'est de moins en moins possible. Voilà, donc je me souviens plus des autres questions. L'accident. En cas d'accident, le rôle de, Oui. de l'Adréal. Alors, comme je le disais tout à l'heure, principe premier, responsabilité de l'exploitant. Donc, il y a un incident, il a une obligation d'information et de déclaration de l'incident. Donc, il y a notamment les fiches GP avec un travail qui avait été réalisé avec le CIPRE, donc qui permet donc de donner de l'information sur les incidents. Il doit faire une analyse des causes et proposer des mesures correctives. Et effectivement, l'inspection, elle, son travail, ça va être de vérifier que cette analyse elle a été bien conduite, que les mesures correctives qui sont proposées sont pertinentes, qu'elles sont correctement mises en œuvre. Donc, c'est courant que suite à un incident, on fasse ce qu'on appelle une inspection réactive, donc pour aller sur le site et comprendre ce qui s'est passé, se faire expliquer, visualiser les installations, visualiser la mise en œuvre des mesures correctives. Ça peut donner lieu à un arrêté préfectoral, donc on va établir un rapport au préfet, on va proposer des mesures pour graver dans le marbre certaines dispositions, soit qui ont été proposées par l'exploitant, soit que nous, on peut proposer. Voilà, donc ça, c'est la mission de l'inspection. Et le dernier point, c'était sur les écarts. J'avoue honnêtement que j'ai pas d'analyse statistique sur les écarts. Je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire. Très bien, merci. Je vais laisser la parole à Jean-Jacques maintenant. Jean-Jacques Blanc. Ton micro est coupé, Jean-Jacques. On ne t'entend pas. Ton micro est de nouveau coupé, on dirait. On ne t'entend pas. Je vais laisser la parole à Marc Bayard et puis on reviendra tout de suite, Jean-Jacques. Voilà, c'est bon là. Ah, ça y est, pardon. Excuse-moi, Marc, on va laisser Jean-Jacques maintenant que ça marche. Oui, parce que ce n'était pas moi qui avais coupé le micro, donc je ne comprenais pas. Juste, oui, pour, disons, essayer de renseigner le monsieur de l'ADEME, je crois, monsieur Bouglin, qui a appelé tout à l'heure. Dans certaines grosses entreprises, je pense que ça ne concerne malheureusement que les grosses, soumises à l'ICPE, il y a quand même une veille juridique qui fait qu'il y a une mise à jour des arrêtés et des décrets qui concernent l'entreprise. En général, l'entreprise est quand même au courant et fait un rafraîchissement régulier de tout ce qui la concerne. Donc, normalement, en se rapprochant du service juridique ou au travers du service HSE, on peut avoir un maximum d'informations à jour. Voilà. Merci Jean-Jacques pour cette précision. Marc Bayard, industriel donc. Oui, bonjour, oui, Marc Bayard. Donc, je représente les industriels donc, dans le cadre de la démarche réponse. Moi, je voulais apporter un témoignage, hein, puisque donc, effectivement, les installations classées sont exploitées par les industriels et donc on est effectivement aux premières loges, je dirais, par rapport à ça. Et je voudrais apporter mon témoignage, donc je te dirais sur 3 points. Donc Alexandre a bien exposé dans sa présentation. D'abord la notion de responsabilité. Donc c'est pas rien. C'est l'exploitant qui est responsable et quand on a été directeur d'un site Céveso, on comprend toute la dimension que ça représente.
Donc, on ne fait pas les choses à la légère, hein. Donc, voilà, par exemple, j'ai entendu parler des études. Les études sont faites, c'est d'ailleurs des équipes à temps plein sur les grands sites, hein, qui travaillent sur ces questions-là, qui ont des expertises. Et puis, on peut faire tierce expertiser les études. D'ailleurs, l'Adréal le demande très, très souvent, justement, hein. Donc, tout ça est pris très, très au sérieux. Le deuxième point, c'est la réglementation. Les réglementations, elles évoluent. Alors évidemment, on empile, donc c'est toujours très complexe. Mais ça a aussi un effet vertueux, parce qu'en fait, on capitalise sur le savoir-faire, l'expérience, la connaissance, les progrès scientifiques et les progrès technologiques. Et je trouve que l'IED était une très bonne illustration, parce que dans l'IED, donc, il y a la mise en place des meilleures technologies disponibles, donc avec les références, donc BREF, c'est l'abréviation de Best Available Technology Reference. Donc c'est des documents de référence sur les meilleures technologies disponibles. Et en fait, c'est les industriels eux-mêmes qui ont mis en place ces meilleures technologies, qui les ont développées. Et on prend en compte, donc, dans les groupes de travail qui établissent pour chaque type de procédé, on prend en compte ce qui existe de meilleur, on prend l'industriel qui a fait ce qu'il y a de mieux de disponible comme référence pour les autres. Et on leur donne évidemment un délai, parce que souvent il y a des coûts importants d'investissement, etc. Mais pour les atteindre. Donc c'est quand même quelque chose qui est très vertueux. Et le troisième point, donc, c'est le dispositif de sanction. Alors, comme toujours, quand il y a des règles, hein, c'est comme le code de la route, il faut les respecter. Et puis, quand on ne les respecte pas, il y a des sanctions. Mais c'est aussi un petit peu comme le contrôle technique obligatoire des véhicules. Si vous avez les plaquettes de frein qui sont un petit peu trop usées, ou les pneus qui arrivent en fin de vie, bah, vous avez sur votre contrôle technique l'obligation de remplacer avec un délai. Et donc pour l'industriel, c'est la mise en demeure. Mais la mise en demeure est souvent interprétée, vue de l'extérieur, comme quelque chose de déjà très grave. Alors ça peut englober aussi des écarts qui sont plus ou moins graves, mais je dirais que ce n'est pas forcément délibéré, je reviens à la notion de responsabilité, de la part de l'industriel de se mettre en écart. Il y a des causes qui sont diverses par rapport à ces écarts, hein. Donc, ça peut être des retards, parce que les réglementations évoluent, c'est parfois compliqué à mettre en œuvre. Il y a des études, il y a des investissements, et parfois les délais ne sont pas toujours compatibles. Ça peut être des oublis, il faut le dire sincèrement, parce que voilà, dans la forêt des documents, etc., il faut s'y retrouver. Mais ça peut aussi être lié à des incidents techniques qui, suite à l'indisponibilité d'un équipement, à la panne d'un équipement, mêlent l'installation hors norme, finalement, hein, en dehors de ce qu'elle devrait respecter. Et donc là, il y a des tergiversations ou des négociations. Est-ce qu'on a le droit de continuer à opérer de façon dégradée un certain temps, le temps de réparer ou pas? Et donc, on peut aussi avoir cette disposition de mise en demeure. Tout ça pour dire que la mise en écart de façon délibérée, c'est quand même rarissime, hein. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'industriels voyous, et c'est bien pour ça qu'il faut aussi inspecter, contrôler, mais bon, c'est quand même pas non plus le plus courant. Voilà. Donc je voulais apporter ce témoignage, et je remercie encore Alexandre pour la richesse et la clarté de l'exposé. Merci bien. Donc, on s'approche de la fin, là. Donc, je disais, hein, ce format, c'est un peu un prototype qu'on teste aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'y avoir participé et de vos questions. Charlie a mis en ligne un questionnaire, et pour nous, ça serait vraiment très utile que vous le remplissiez. C'est quelques questions, vraiment, c'est très court, pour que justement on sache s'il faut, dans quel sens l'améliorer et voir le reconduire, etc. Donc, encore un grand merci, Alexandre, hein, pour l'effort d'explication sur ce sujet éminemment technique. Ah, pardon, René, encore une question. Oui, la dernière question. Oui, mais je ne voudrais pas rentrer dans la polémique, parce que je ne veux pas non plus croire que je réagis par rapport à ce que dit Marc Bayard, loin de là, puisque c'est un dossier qui le concerne de très loin, entre guillemets. Moi, ma question de fond, je prends l'exemple de l'usine PMA à Marseille, qui a pollué pendant plusieurs années.
Et je voulais savoir s'il y a une défaillance. La défaillance, elle vient de qui à ce niveau-là? Alors, je voulais le dire en intro, je ne l'ai pas fait, mais je ne comptais pas rentrer dans des dossiers particuliers au cours de, Alors, au cours de cette on ne intervention. donne pas le nom de cette usine. Je dis une usine qui a pollué pendant plusieurs années. On prend un exemple et on se dit, tiens, quelques années après, on s'aperçoit qu'elle a pollué, que la nappe phréatique a été polluée, qu'il y a un risque de santé publique, etc. Et je repose la question, s'il y a une défaillance, elle est de qui à ce niveau-là? Alors, ben, moi, je vais répondre par ce que j'ai dit. Responsabilité première de l'exploitant et contrôle par sondage. Voilà, donc effectivement, on ne peut pas tout voir en inspection, mais voilà. Et ça veut pas dire pour autant que les gens cachent, mais voilà, je me pose toujours la question, est-ce que tout ça est suffisant dans des cas un peu spéciaux, on va dire, entre guillemets. Moi, je me méfie surtout des petites entreprises, en fait, hein, pas des très très grosses non plus. Oui, puis il faut se poser la question de savoir qui va réparer, sur quel fond vont être faites les réparations ou le nettoyage de la pollution. On a dit qu'on ne parlait pas sur ce sujet, mais est-ce qu'on peut arriver jusqu'à une fermeture d'entreprise? Parce que là, dans certains cas, il y a un déplacement de l'entreprise. Juste pour répondre à la question, c'est qui va payer. Dans la réglementation Seveso, les industriels classés Seveso doivent mettre sous séquestre une certaine somme d'argent qui est calculée en fonction justement de leur niveau Seveso, du niveau de risque qu'ils ont apporté ou des produits qu'ils ont eus. Et donc, notamment, ces quantités d'argent qui sont sous séquestre sont destinées à payer la dépollution du site à la fin de l'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas très très longtemps, hein. Je crois que c'est 5-6 ans, ou c'était juste après Seveso 3. Et c'est effectivement quelque chose qui est nécessaire, parce qu'on a encore trop de sites très anciens de sols pollués voilà, qui sont, personne n'en a la responsabilité aujourd'hui et qu'on ne sait pas comment les financer, comment aider, compliqué à traiter. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu maintenant pour l'avenir. Très bien, merci. Il y a un processus de garantie financière, effectivement, qui existe. Je crois qu'on va quand même conclure, parce que de toute façon, on ne veut pas rentrer sur un sujet particulier, on l'a bien compris, et qui se traite par ailleurs, en fait, hein, surtout, c'est ça qui est important. Et du coup, je vous invite à répondre à notre questionnaire que l'on a mis en ligne, qui est juste au-dessus dans le chat. Et encore, merci Alexandre pour vraiment l'effort d'explication sur ce sujet éminemment technique, hein, où il y a toujours beaucoup de choses qui se disent, qui se contestent, et voilà, au moins, on a fait le point. Et avec beaucoup de clarté, merci beaucoup. Et je le disais, pour nous, l'objectif, c'était vraiment de faire un point d'éclairage sur ce point précis. Et tu as parfaitement rempli le job. Merci beaucoup.